Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi. Que lisez-vous? Alors malheureusement cette fois j'ai pas d'accessoires à vous présenter puisqu'il ne me reste plus qu'un voire deux chez moi, mais j'aimerais les garder pour d'autres vidéos puisque ces accessoires correspondent à des sujets que j'aimerais aborder dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, voilà, pas d'accessoires, désolé Kali, désolé tout le monde. Mais j'espère quand même que ce que je dirai sans accessoires sera intéressant. Alors, les semaines passées, j'ai eu quelques jours de vacances. Finalement, j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu, mais j'ai quand même réussi à avancer dans quelques livres. J'ai commencé par lire La liste de Siobhan Vivian, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai laissé à ma petite sœur chez mes parents. Donc je ne peux pas vous présenter le livre. Je vais aussi peiner à vous en parler puisque je ne me souviens absolument pas du prénom des 8 demoiselles qu'on découvre dans ce livre. Donc je vais essayer de vous en parler le mieux possible, mais ça va pas être très facile. Alors, pour la petite histoire, la liste, en fait, c'est un papier qui est affiché tous les débuts d'année dans un lycée américain et qui nomme 8 jeunes filles, les 4 plus jolies du lycée et les 4 moins jolies du lycée. Donc vous avez à chaque fois une plus moche et une plus jolie en troisième, en seconde, en première et en terminale, puisqu'aux États-Unis, ce qui équivaut à notre lycée français commence en troisième là-bas, enfin au niveau troisième. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Il m'a pas emballé des masses. Déjà, j'ai eu un gros problème avec la traduction. Je sais pas si ça vient de la traduction ou si déjà dans la langue d'origine en anglais, c'est aussi mal écrit, mais j'ai vraiment buté sur certaines phrases. Alors ça vient sans doute de la traduction, je pense, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la concordance des temps. Je trouve que quand on écrit, c'est vraiment quelque chose qui est important, et quand on écrit son texte au passé composé, quand on fait appel à un événement qui s'est passé avant, on ne reste pas au passé composé, on passe au plus que parfait, ça s'appelle. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça très très maladroit, j'ai buté sur toutes les phrases, et au bout d'un moment, en fait, automatiquement, je changeais le temps. Quand je lisais dans ma tête, je changeais le temps tellement ça m'a gêné. Voilà, déjà ça c'est un premier point. Alors peut-être qu'en anglais, il n'y a pas du tout ce problème-là, c'est même fort probable. En tout cas, celui ou celle qui a fait la traduction, vraiment, voilà, à revoir. Ensuite, donc déjà ça m'a gêné. Et sur le fond de l'histoire, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc on suit 8 jeunes filles, et dès qu'on change de chapitre, on change de point de vue, donc on change de jeune fille. Donc sur un livre qui fait 350, 400 pages, je ne sais plus, je trouve que 8 héroïnes, c'est quand même beaucoup. Donc évidemment, on n'a pas le temps de s'attacher à toutes. Je dirais même on a le temps de s'attacher à aucune. Il y en a même certaines, j'ai eu l'impression, qui sont plus mises en avant que d'autres. J'ai trouvé ça dommage. Quitte à en mettre certaines plus en avant, bah autant prendre le parti de par exemple suivre qu'un petit nombre d'héroïnes dans les 8 ou alors diminuer cette liste, j'en sais rien. Enfin bon bref, j'ai trouvé ce choix maladroit. En fait, ouais, j'aurais aimé que chaque point de vue soit plus développé. Et puis ensuite, mais qu'est-ce que c'est cliché? Je sais qu'on est dans un lycée, je sais que c'est en présence d'adolescents, mais entre la fille anorexique, la fille ringarde qui ne suit pas du tout la mode, qui a des piercings partout, bref, on a tous les stéréotypes, tout ce qui peut se passer dans un lycée américain. Et je trouve pas ça très subtil. Alors peut-être que c'est... peut-être que la période de l'adolescence, peut-être qu'aux États-Unis, dans les lycées, c'est vraiment aussi stéréotypé, aussi manichéen. Mais bah, ça me plaît pas. Voilà. Donc déception pour ça. Et puis j'ai trouvé vraiment que la fin était limite bâclée. Ça s'arrête comme ça, d'un coup. J'ai pas eu forcément toutes les... Enfin, il n'y a pas vraiment de questions, mais... tous les dénouements que j'aurais aimé avoir. Je sais pas, cette fin ne m'a pas convenu. Bref, la liste, ça n'a pas été
une grande histoire d'amour avec moi. Je l'ai laissé à ma petite sœur, je sais pas si elle va aimer ou pas. Si elle n'aime pas, je le troquerai. Donc jetez un œil, par contre si elle aime, je lui donnerai avec grand plaisir. En tout cas, il ne restera pas dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, alors j'ai lu un truc par contre, complètement différent, on change carrément d'univers. C'est le premier tome de La Dernière Terre de Magali Villeneuve aux éditions de L'Homme sans nom. Alors ça c'est de la fantaisie pure et dure. J'avais un petit peu peur en le commençant puisque j'avais vu sur internet que c'était un tome assez contemplatif qui n'avait pas énormément d'action. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit long. Et au début, c'est vrai, quand j'ai lu les premières pages, je me suis demandé où on allait. Et en fait, alors c'est vrai que l'action n'est pas au rendez-vous à toutes les pages, c'est vraiment pas l'intérêt de ce premier tome. Là, dans ces 400 et quelques pages, je pense, voilà, 460, un peu plus de 460 pages, on fait la connaissance des personnages. Et alors là, des personnages, il y en a énormément, mais contrairement à la liste que j'ai lue juste avant, là on a de vrais personnages avec de vraies personnalités, une histoire, un passé, du relief, tout ce que j'aime quand je lis un bouquin. Je me suis vraiment attachée pratiquement à tous. Je trouve qu'ils ont, sans être manichéens, ils ont vraiment une personnalité qui est marquante et on les reconnaît. On peut pas les confondre. Je pense que celui que j'ai préféré c'est Kahir, l'enfant méridien. Voilà, c'est le sous-titre. Qui est différent, qui grandit dans une ville où des gens comme lui, il est seul à être comme il est puisqu'il vient d'une autre région, de cet univers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fait très très longtemps que j'ai pas été aussi émue par quelques scènes, et là j'ai failli verser ma petite larme à la fin, donc je peux pas vous raconter puisque sinon ça serait vous donner toutes les clés, tout ce qui se passe, mais il y a une scène à la fin justement qui met en scène Kahir et qui m'a vraiment beaucoup émue. J'ai été très touchée, et pour que ça m'arrive quand je lis un bouquin, il faut vraiment que je me sois attachée aux personnages, et c'est la grande force de ce livre, vraiment les personnages. Ensuite, l'univers fantasy, on ne sait pas encore grand chose, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière tout cet univers. Alors pour la petite histoire, parce que c'est vrai que je vous parle des personnages de l'univers, mais je vous ai même pas expliqué la petite histoire. Donc on se retrouve dans un royaume qui est séparé en plusieurs petites régions. Je regarde la carte, parce qu'on a une petite carte très utile. En fait, la plus grosse partie de l'intrigue se déroule dans la capitale de ce royaume qui s'appelle Tile Agrevina, j'espère que je le dis bien. Chacun le dit comme il peut en tout cas. Et cette capitale, en fait, elle est à la frontière, elle est au bord de la muraille. Elle est ici en fait. Voilà. Donc la majorité des chapitres se déroulent dans cette capitale. Quoi vous dire d'autre? Donc dans cette capitale, on voit évoluer plusieurs personnages qui sont pratiquement tous reliés entre eux, soit par des relations amicales, soit amoureuses, soit parce qu'ils sont de la même famille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? J'ai été surprise au milieu du livre, enfin je vous dis au milieu, c'est peut-être pas au milieu exactement, mais au bout d'un moment, de changer complètement de région. On découvre des personnages qu'on n'avait jamais encore vus auparavant, et ça arrive assez tardivement dans le livre. Alors j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que j'aimais tellement suivre les premiers personnages qu'on avait découverts dans la première partie du livre que quand j'ai vu qu'on allait suivre d'autres personnages, je me suis dit oh non, j'ai pas envie de changer, je veux continuer à suivre Kahir, à suivre Ghent, voilà tout ce petit monde. Et ben en fait, je regrette pas de changer un petit peu de région, puisqu'on va du côté du plateau des Gamarides. Et là, on rencontre deux amis, vraiment très proches. Il y en a un qui s'appelle Féor.
D'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai un petit livret qui va avec La Dernière Terre. Il faut que je le trouve dans mes affaires, je sais pas où je l'ai mis. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. On a quelques portraits de personnages, ça vous donnera peut-être envie. Tout ça pour dire que ce Féor, ce personnage qui vit seul depuis quelques années et il a une ferme, voilà, il est agriculteur. Et il est très bien comme ça, très solitaire, etc. Il a beaucoup d'humour et dès les premières lignes, je l'ai beaucoup apprécié. En fait, je crois que tous les personnages, même ceux qui sont pas forcément très sympathiques, alors j'ai oublié les prénoms des personnages, ça va pas être pratique, j'aurais pu relire avant de tourner cette vidéo. Je pense notamment à un personnage qui n'est vraiment pas très sympa. Forcément, je vais pas le trouver. En fait, c'est le père de pratiquement l'unique héroïne, l'unique jeune fille de l'histoire. Et bref, même s'il est pas très sympathique, je l'ai trouvé quand même hyper intéressant. Voilà, je peine à vous parler de ce livre, mais franchement, ça vaut le coup. Si vous aimez les portraits de personnages vraiment bien menés, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle saga fantasy française qui promet de belles aventures, je pense que dans le deuxième tome, on va changer un petit peu de chemin et je crois qu'il va y avoir un peu plus d'action. Mais bon, moi ça me gêne pas, je peux avoir un deuxième tome un petit peu contemplatif comme ça sera toujours un plaisir. Bref, si vous aimez la fantasy et si vous aimez les beaux portraits de personnages, La Dernière Terre, c'est vraiment pour vous. Pour ceux qui seront aux Imaginales, n'hésitez pas à aller sur le stand de l'Homme sans nom, puisque Magali Villeneuve sera présente. C'est aussi elle qui a, avec son compagnon, qui ont fait la grande affiche des Imaginales de cette année. Voilà, donc ils seront présents tous les deux. Et le deuxième tome sera aussi sur le stand de l'Homme sans nom. Donc n'hésitez pas. Voilà. C'était un petit peu brouillon, mais je vous promets, j'ai adoré. Donc franchement, si vous avez envie de commencer une nouvelle saga fantasy qui vaut le détour, n'hésitez pas, lancez-vous dans celle-ci. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Phénix de Karina Rosenfeld, chez Robert Laffont, la collection R. Alors, c'est le deuxième tome d'un diptyque, donc deuxième et dernier tome. Le premier m'avait plu, mais j'étais quand même sortie un petit peu mitigée, parce que j'adorais l'héroïne dans la première partie du texte, mais à la fin de ce premier tome, elle avait vraiment changé de comportement et je ne l'avais plus comprise, et sa façon d'agir ne me plaisait plus du tout. Donc j'étais un petit peu angoissée, bon, peut-être pas à ce point-là, mais de retrouver cette jeune Anaya, parce que je me demandais comment elle allait réagir dans ce deuxième tome. Et en fait, au début de ce deuxième tome, elle est toujours aussi cruche qu'à la fin du premier tome. À la fin du premier tome, elle a eu quelques révélations, mais c'est pas pour ça qu'elle change son comportement ici. Enfin, le lecteur sait qui est le méchant de l'histoire et qui est le gentil. Si Anaya avait un petit peu de jugeote, normalement, elle pourrait s'en rendre compte aussi. Mais elle continue quand même à aller dans les bras de celui qu'il faut pas. Donc je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. C'est vraiment... Voilà, ça va pas. Et donc vous l'avez compris avec ce que j'ai dit sur La Dernière Terre juste avant. Dans un livre, ce que j'aime, c'est vraiment m'attacher aux personnages. Ça compte énormément. Quand je ressens de l'empathie pour les personnages, c'est pratiquement gagné. Ma lecture va être souvent très très bonne et je vais souvent aller au coup de cœur quand soit je me reconnais dans les personnages, soit ça pourrait être des amis si on se rencontrait, s'ils existaient. Et là, Anaya, je ne la comprends pas, ça va pas, elle m'énerve, elle m'agace. Donc si ça va pas avec l'héroïne, déjà la lecture ça va être difficile. Et donc là, ça a été le cas.
Bon, quand même, j'avoue qu'à la fin, elle a un petit peu remonté dans mon estime. Parce qu'elle retrouve un petit peu ses esprits, mais ça a quand même été long. Voilà, niveau intrigue, j'ai pas trouvé ça super génial. J'avoue, en fait, je fais mes vidéos sans les préparer, donc c'est de l'impro totale. Et là, je suis en train de réfléchir en vous parlant à comment je vais pouvoir vous résumer ça. Et en fait, ben, je sais pas, j'en suis incapable. Je peux pas vous dire ce qui se passe dans ce tome sans déjà vous spoiler énormément sur le premier. Et en plus, il se passe pas grand chose. Voilà. En gros, sans trop spoiler sur le premier, enfin en tout cas je vais essayer. Anaya est particulière, elle a un pouvoir particulier. Elle se retrouve entre deux garçons, donc il y en a un qui est très gentil, il y en a un qui est très méchant. Évidemment, elle va du côté du très méchant parce qu'elle est un peu concon. Et celui-ci a besoin d'elle puisque il a envie de récupérer son pouvoir. En gros, voilà, c'est ce qui se passe. Et donc Anaya, en plus de ça, elle a perdu la mémoire. Donc elle sait pas pourquoi ces deux garçons lui tournent autour, elle sait plus qui ils sont, elle sait pas pourquoi il y en a un qui voilà, a envie de se rapprocher d'elle et est très intéressé par ses pouvoirs. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et donc Anaya, pendant tout ce tome, elle va essayer de retrouver ses souvenirs. Elle va y arriver, je vous rassure, on comprend tout. Elle va essayer de combattre celui qui a envie de lui piquer ses capacités. Et elle va enfin tomber dans les bras de celui qu'il faut. Voilà, en gros, ce qui se passe dans ce tome-là. J'ai l'impression de vous spoiler, mais en fait, c'est pas non plus extraordinaire. Je pense que si vous avez lu le premier tome, vous avez pu deviner tout ça. Par contre, je ne vous dis rien sur le secret, ce qu'elle découvre, quels sont ses pouvoirs, pourquoi elle a ses pouvoirs, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais, encore une fois, et c'est le gros problème de la young adulte, ça reste vraiment en surface et ça me déçoit parce que je pense que Karina Rosenfeld, elle avait vraiment une bonne idée. Elle est partie du côté d'une mythologie qui était vraiment intéressante. Mais le problème, c'est que voilà, ça reste en surface, ça reste du côté des sentiments amoureux adolescents, donc forcément, ça tourne autour de la séduction entre deux gamins qui sont pas très doués. Voilà, ça tourne autour de la romance et franchement ça m'agace quand c'est comme ça, alors que derrière il y a des bonnes bases de fantastique et ouais, qu'on gâche entre guillemets les bases intéressantes pour aller du côté de l'histoire d'amour, ça m'énerve. Ou alors on vend pas ces romans-là comme des romans imaginaires, on les vend comme des romans romance justement. Et dans ce cas-là, on est prévenu et on sait qu'on va lire de la romance. Moi, quand j'ai envie de lire de l'imaginaire, j'ai envie de lire de l'imaginaire. Un univers travaillé, une mythologie, des créatures si ça se passe en fantasy, des trucs, voilà. Et là, c'est pas le cas. Et c'est un petit peu ce que je reproche dans tous les livres young adultes qui sont tournés vers la science-fiction, la dystopie, etc. Ça reste vraiment en surface et c'est trop tourné vers les sentiments amoureux qui sont souvent pas très passionnants puisque on veut nous vendre des histoires d'amour très intenses où il y a la passion, etc. parce que souvent ce sont des jeunes adolescents et on sait très bien que quand on est amoureux à l'adolescence, tout de suite c'est la passion puisque voilà, on contrôle pas trop ses émotions. Et en fait, je trouve que souvent les histoires sont complètement creuses, j'y crois pas du tout et ça me fait pas rêver. Alors si encore c'était des romances qui me faisaient rêver, je dis pas, mais c'est pas le cas. Voilà, donc déception avec ce deuxième tome. Voilà. Ensuite, j'ai lu un petit truc, le deuxième tome de Fille des Cats, de Cécile Guillot aux éditions du Chat Noir. Alors ce livre sortira en juin. Alors, j'avais reproché au premier tome d'être... c'était pas vraiment sur la longueur, puisque c'est pas vraiment un roman, c'est une petite novella en fait, mais d'aller trop vite dans l'introduction et dans la conclusion. Alors, dans ce deuxième tome, je trouve que Cécile Guillot a un petit peu réparé les travers du premier tome.
on n'a pas de problème avec l'introduction. C'est assez maîtrisé au niveau de la narration. On n'a pas ce sentiment de manque ou de trop rapide. Par contre, la conclusion est encore une fois un petit peu... ça va vite, quoi. En quelques pages, c'est bouclé. Mais ça m'a pas gênée, parce que même si on nous vend la 4e de couverture un petit peu avec l'idée d'une enquête policière, je trouve que l'intérêt de ce 2e tome, c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de Maëlys, ce qui se passe dans sa tête, sa quête d'identité. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce 2e tome est bien mené. Alors moi, Maëlys, je la trouvais déjà très sympathique dans le 1er tome, j'avais beaucoup apprécié la suivre. Et c'est pareil dans ce 2e tome, je trouve qu'elle est très attachante. J'aime beaucoup suivre sa découverte du monde de la Wicca, de la sorcellerie. Ce que j'avais pu lui reprocher dans le 1er tome, c'est d'être trop, pas impliquée, mais dès qu'on lui avait dit tu es une sorcière, tu as des pouvoirs, ça y est, elle avait tout de suite accepté, et puis elle était tout de suite devenue assez forte, on va dire. Et dans ce 2e tome, on n'a pas ce défaut-là. Je trouve que elle doute, elle suit son chemin moins rapidement, plus naturellement, ça se fait bien. Donc voilà, j'ai apprécié la suivre, c'est vraiment le gros intérêt de ce tome-là. Il y a, pour la petite histoire quand même, il y a des meurtres en fait à Marseille, des meurtres qui sont apparemment liés à la magie noire. Et on fait appel à Maëlys et à ses amies sorcières, enfin la police fait appel à elle, pour un petit peu résoudre le cas. Alors, c'est en toile de fond cette enquête, mais j'ai pas trouvé que c'était la chose la plus intéressante de l'histoire. Ça fait un petit fond sympathique, un petit peu policier, mais c'est vraiment pas, je trouve, le point le plus important, voilà, de ce 2e tome. Et il faut vraiment pas le voir, enfin je veux dire, il faut pas lire cette histoire pour avoir une super enquête policière. C'est vraiment pour suivre l'évolution de Maëlys, pour suivre son évolution, oui, son chemin dans la sorcellerie, etc. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup accroché au 1er tome, je pense à Petit Elfe par exemple, qui avait trouvé des facilités un petit peu trop rapides dans ce 1er tome. Je pense que tu peux quand même tenter ce 2e, puisque les défauts entre guillemets les défauts que tu avais relevés dans le 1er tome sont effacés dans celui-ci. Voilà. Après, si tu t'étais pas trop attaché à Maëlys dans le 1er tome, je sais pas si tu t'attacheras plus dans celui-ci. Moi je l'aimais déjà bien dans le 1er, donc je continue à l'apprécier ici. Voilà. C'est court, ça fait une centaine de pages, 150 ou 160. Le petit plus, c'est qu'à la fin on a un carnet de croquis avec les personnages, donc signé par Anna Marine, celle aussi qui a fait la couverture, très jolie d'ailleurs. Donc on a tous les personnages en fait, enfin les principaux, hop, qui sont croqués à la fin. Voilà, vous en avez encore quelques-uns, je vous laisserai découvrir ça. Voilà, un bon petit moment, c'est sympathique, ça se lit bien. J'aime beaucoup la plume de Cécile Guillot, les phrases sont courtes, je trouve que ça a un côté oral, mais sans le côté trop registre familier, voilà, ça se lit bien. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez apprécié le 1er tome, vous apprécierez celui-ci. Si vous avez eu quelques doutes sur le 1er tome, vous pouvez peut-être tenter celui-là, puisque je trouve qu'il répare un petit peu les défauts qu'il y avait précédemment. Voilà, et si vous n'avez pas commencé la série, bah, ça peut être une bonne idée pour vos prochaines lectures. En ce moment, je suis en train de lire Le Prince d'été de Alaya Dawn Johnson. Donc en fait, je l'ai commencé hier et j'ai profité un petit peu de ma matinée tranquille pour avancer, donc j'en suis à la page 152. Hop, vous voyez. Alors, pour le moment, je ne suis pas vraiment convaincue. Vous allez dire décidément... En fait, c'est pas un problème de simplicité ou de trop rester en surface, puisque là je trouve que niveau univers, c'est plutôt pas mal, c'est même assez riche. D'ailleurs c'est tellement riche que c'est pas forcément facile d'entrer dans l'univers qui est présenté. Ça se passe dans un Brésil futuriste dans 300 ou 400 ans à peu près. En fait il y a eu une sorte de guerre nucléaire à notre époque, et on voit les résultats, la société qui s'est construite après cette guerre nucléaire.
Donc là, dans l'ancien Brésil, on a une société qui s'est construite un petit peu sous la forme d'une pyramide avec plusieurs niveaux. Et plus vous êtes dans un niveau élevé, plus vous êtes quelqu'un d'important dans la société. Et donc au 10e niveau de cette pyramide vivent la reine et le roi d'été. Le prince d'été qui est choisi chaque année. Donc voilà, on a une histoire assez riche, c'est même tellement riche, je vous dis que c'est pas facile d'avoir toutes les cartes qui arrivent au fil de la lecture. Donc je félicite l'auteur parce que c'est plutôt pas mal travaillé. Et même si j'ai un petit peu de mal à entrer dans cet univers, rien que pour la recherche et tout, ça vaut le coup. Mais alors ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que justement je n'arrive pas à entrer, je reste vraiment très extérieure à ce qui se passe. Je n'arrive pas à m'attacher à l'héroïne, on revient toujours au même problème, donc qui s'appelle June, comme juin en anglais. Je sais pas, c'est une adolescente donc de 16 ans. Dans cette société on vit jusqu'à 200 ans, donc elle est vraiment très jeune, hein. C'est une des jeunes de la société. Et elle est artiste, elle veut gagner le trophée de la reine, trophée qui est décerné chaque année à un des étudiants les plus prometteurs. Donc elle va tout faire pour créer une œuvre inoubliable, marquante, pour gagner ce trophée. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et donc je m'attache pas à elle. Pourtant j'aime beaucoup l'art, j'ai fait des études d'histoire de l'art, c'est vraiment un thème qui me parle, qui me touche, mais là l'héroïne je sais pas, j'y arrive pas, il y a une barrière. Pareil, dans ses sentiments, dans sa relation avec les autres personnages, je suis pas touchée, ça me parle pas. Donc après je me dis peut-être que ça va venir dans les prochaines pages, mais en tout cas pour le moment il me manque vraiment ce côté émotionnel que je n'ai pas. Je me répète, mais je vous dis, j'ai vraiment besoin de ressentir quelque chose pour les personnages quand je lis un livre, pour que vraiment ma lecture soit marquante, soit percutante. Et ici, c'est pas le cas. Alors, ok, l'univers peut être très bien décrit, très riche, mais ça suffit pas. Je suis vraiment difficile, hein. Mais il faut non seulement que l'univers soit bien travaillé, et qu'en plus pardon, je touche le micro, que j'ai les atomes crochus avec les personnages. Et alors quand tout ça est réuni et qu'en plus on a une jolie plume, alors là c'est le coup de cœur assuré, et c'est ce qui se passe avec La Dernière Terre. Voilà, le livre à lire à mon avis. Donc je continue ma lecture tout à l'heure, je pense. Je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo du C'est mercredi que lisez-vous, puisque je l'aurai terminé à ce moment-là. Alors pour mes lectures prévues dans les semaines à venir, enfin dans les jours à venir plutôt, je vous en montre que 2, je vais en lire plus à mon avis, mais comme je sais encore pas trop ce que je vais lire, je vous montre que les 2 qui sont sûrs. J'ai envie de changer un petit peu et de lire un truc très léger, très frais, donc je vais partir du côté des mangas et je vais continuer ma découverte de la saga Cardcaptor Sakura de Clamp. Donc là vous voyez c'est le tome 8, je dis découverte mais en fait j'ai été très fan de l'anime, donc je connais par cœur. Même là tout à l'heure j'étais devant ma bibliothèque manga et je me disais est-ce que celui-là je l'ai lu ou je l'ai pas lu. Comme en fait l'anime est assez fidèle au manga et que je connais très bien l'anime, je ne savais plus si j'avais lu ou pas le tome 8, mais non je ne l'ai pas lu. Voilà, donc je sais un petit peu ce qui va se passer, mais c'est quand même super sympa. J'adore la petite Sakura, j'adore le petit Shaolan. D'ailleurs, j'aime bien dire que si j'avais 12 ans, je serais amoureuse de lui, tellement ce petit héros est adorable. Voilà, il y a beaucoup d'humour, et puis tout plein de petites aventures qui sont à la fois très émouvantes, très drôles. Bref, franchement, c'est une de mes sagas préférées du côté des mangas. Donc j'ai envie de faire une pause dans mes lectures un peu sérieuses, entre guillemets. Voilà, donc ce tome 8. Et enfin, l'autre livre que je vais vous présenter, c'est une lecture pour les imaginales. On reste du côté du chat noir, après Fille des 4. Et c'est un one-shot, c'est Amulette de Véronique Ajarag. Voilà, ça se passe un petit peu... Oui, on a un petit côté antiquité. Vous voyez, apparemment, on a la référence à la Mésopotamie ancienne. J'ai l'impression que ça va être pas mal. Je vous en dis plus la prochaine fois. En tout cas, je trouve la couverture vraiment magnifique.
J'aime beaucoup cette jeune femme. Pourtant je suis vraiment pas fan hein, des couvertures avec des jeunes filles toujours en illustration, on voit que ça. C'est difficile de faire original, mais là je sais pas, je trouve qu'elle a un regard assez particulier qui attire quand même les futurs lecteurs. Voilà, il est sorti, ou il va sortir ce mois, enfin dans quelques semaines, ou alors il est sorti il y a quelques jours à peine, et il sera aussi sur le stand aux Imaginales, sur le stand du Chat Noir, et il me semble que l'auteur sera présente. Voilà, donc je vous en parle très vite, avant les Imaginales, pour que je puisse vous donner envie. En tout cas, j'espère qu'il va me plaire, pour que je puisse vous donner envie à ceux qui vont aux Imaginales en tout cas, et puis aux autres si vous avez envie de commander. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vais m'arrêter ici. Oui, rien de plus à ajouter. Encore une fois, je suis désolée pour le manque d'accessoires aujourd'hui, mais j'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, je prends toutes les idées, hein, puisque je suis un petit peu à court. Je m'arrête là, puisque ça fait déjà plus de 30 minutes. Je suis une grosse bavarde, c'est une catastrophe. Je vous souhaite un bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'être déjà en week-end, et aux autres, une bonne fin de semaine. Profitez bien des jours fériés. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et non, en fait, ce n'est pas terminé, me revoilà. En fait, je voulais juste vous montrer le petit livret qui va avec la dernière terre. Donc c'est un petit livret d'illustration qui est vraiment très sympa. Hop, vous voyez, vous avez des illustrations soit de la capitale dont je vous parlais, hop, qui est donc au-dessus d'un précipice, puisque elle a la frontière de la muraille qui fait tout le tour du royaume, et qui protège de ce qu'il y a de l'autre côté. On ne sait pas ce que c'est des brumes, mais on se doute qu'il y a quelque chose dans ces brumes, et on ne sait pas encore ce que c'est. Donc voilà, là vous avez quelques personnages. Donc ça c'est le jeune Féor. Le jeune homme que je n'avais pas envie de rencontrer puisqu'il arrive au milieu du livre. Je me disais non, j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnages. Et puis en fait, j'étais bien contente de le découvrir puisqu'il a beaucoup d'humour et que il m'a beaucoup fait rire. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Voilà, je vous montre un petit peu tous les personnages. Donc ça c'est un livret en fait qui a été... qui compile les illustrations de plusieurs illustrateurs différents. Donc de Magali Villeneuve qui a écrit le livre, mais d'autres illustrateurs également, par exemple Jérémy Fleury, hop, qui est lyonnais, c'est pour ça que je le cite en fait, parce que je le connais un peu, et qui a aussi fait la couverture de Quadruple assassinat dans la rue de la Morgue, de Cécile Duquesne, aux éditions Voyelle. Voilà, donc ça c'est apparemment une illustration de Kahir, le jeune homme que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire. Et ça c'est Ghent, hop. Voilà, l'autre personnage un petit peu principal, on va dire, de cette histoire. Et ils sont amis. Hop. Ah voilà, ça c'est ça. C'est celui que je vous disais qui n'est pas très sympathique dans l'histoire, mais malgré tout, j'ai beaucoup apprécié suivre les chapitres, les rares chapitres qui lui étaient consacrés. Et je trouve que là, l'illustration est vraiment sympa parce qu'il a vraiment un regard... on sent qu'il n'est pas très sympathique, ce personnage, quand même. Voilà, tout ça pour vous montrer ce petit livret. Et cette fois, j'arrête vraiment la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne fin de semaine.